Ravi de vous retrouver dans Smart Job, c'est l'émission emploi RH de Bismart, débat, expertise, analyse, c'est tous les jours en direct. Évidemment, vous connaissez notre rendez-vous et nos rubriques bien dans son job. On parle du télétravail, on va beaucoup en parler dans les jours qui viennent de ce télétravail. Est-il mauvais pour la santé? Je veux dire, dans la position du corps, dans la manière de se tenir. On en parle dans quelques instants avec un spécialiste, il est ergonome. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Entreprise à mission, tiens oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on sera avec le secrétaire général de Danone. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. Le cercle RH qui est notre débat. On revient évidemment à travers cette crise Covid, à travers une initiative territoire zéro chômeur longue durée. Ça a démarré en 2016. L'Assemblée et le Sénat ont pérennisé le dispositif, peut-être encore plus utile avec cette crise Covid. On annonce plus d'1 million de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Et puis enfin dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera d'un mot anglais, stalker. Est-ce que vous savez ce que c'est stalker? Eh bien on va tout vous expliquer, c'est dans le cadre du recrutement. On en parlera dans quelques instants à la fin de notre émission. Mais d'abord le journal présenté comme chaque jour par Sybille Aoudjan. Bonjour Arnaud, dans l'actualité, aujourd'hui un calendrier social retardé en raison de la situation sanitaire. Plusieurs réformes sociales ont été reportées. Ce sont les décisions prises lors du sommet social organisé hier à Matignon. Ce sont surtout les nouvelles mesures d'indemnisation chômage qui ont été reportées de 3 mois. D'autres thèmes comme la réforme de la formation professionnelle ou le partage de valeur dans l'entreprise seront aussi discutés plus tard. Enfin, le télétravail a aussi été un sujet de débat, mais les décisions seront prises après les conseils menés aujourd'hui et demain par Emmanuel Macron. Le sommet social a tout de même permis au gouvernement d'annoncer une nouvelle mesure, celle des reconversions professionnelles. Cela concerne les salariés dont les emplois sont menacés et qui veulent se reconvertir vers un métier porteur localement, selon les termes de la ministre du Travail Elisabeth Borne. La ministre espère faciliter les passages de secteurs touchés par la crise à des secteurs en tension. La rémunération et la formation seront prises en charge à 40% pour les entreprises de plus de 1000 salariés, 75% entre 300 et 1000 salariés et 100% pour les plus petites entreprises. Le coût pour l'État est évalué à 500 millions d'euros. Enfin, Lufthansa annonce des suppressions de postes. La chute du trafic aérien a des conséquences sur l'emploi. La compagnie aérienne Lufthansa prévoit de conserver 100 000 postes sur les 130 000 du groupe. Le nombre exact de suppressions de postes n'est pas précisé, mais c'est déjà plus que les 22 000 déjà annoncés en juin dernier. Cet hiver, la compagnie projette d'atteindre seulement 1/5 de son activité par rapport à l'année dernière. Voilà pour l'actualité, je vous laisse avec Arnaud et ses invités. En retour dans Smart Job avec bien dans son job. On va parler du télétravail. Alors on va beaucoup en parler. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et dans les jours qui viennent, on va en parler évidemment avec ces mesures peut-être de reconfinement partiel. Est-ce que le télétravail est bon pour notre santé, pour notre corps? On en parle avec Vincent Rigoudi. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial d'Azergo, qui est spécialiste de l'ergonomie. Alors je précise que vous n'êtes pas un spécialiste du télétravail, mais forcément vous avez évolué avec cette nouvelle situation. Avant de parler de l'ergonomie des salariés, parce qu'on a mal au dos, parce qu'on se tient mal, parce qu'on est mal assis. Est-ce que le télétravail a un peu bousculé votre société? Il y a 60 collaborateurs qui se déplacent dans l'entreprise, qui font des diagnostics. Est-ce que vous avez eu votre chiffre augmenté d'entreprises qui vous disent ben non, il ne faut pas aller dans notre entreprise, il faut aller directement chez monsieur Untel parce qu'on va aménager son poste? Alors au niveau effectivement des demandes dans le cadre du télétravail, depuis quelques mois, les demandes ont augmenté, même si les demandes dans le cadre de l'entreprise sont toujours majoritaire. Oui, toujours majoritaire. Mais il y a quand même des postes de travail qu'on aménage chez le collaborateur. Exactement. Il y a des postes que l'on duplique, que l'on avait équipés en entreprise et que l'on vient dupliquer dans le cadre du travail, notamment pour les personnes en situation de handicap, par exemple, et des demandes aussi qui sont nouvelles pour des collaborateurs qui estiment pas travailler dans de bonnes conditions, où il faut du coup aménager l'environnement de travail. Un mot quand même, c'est important, l'aménagement du travail à la maison, puis on va bien sûr parler, parce que vous êtes venu avec des objets très utiles pour les collaborateurs, des casques notamment. De quoi ils ont besoin les télétravailleurs? Ils ont besoin quoi? D'un bureau? Ils ont besoin d'un espace à eux? Quel est leur problème?
Bien souvent, quand on est au domicile, on va travailler avec les moyens du bord. Donc ça va être dans le canapé, ça va être sur la table de cuisine, sur la table de salon. À l'arrache, comme on dit. À l'arrache. On fait comme on peut, avec un PC portable, sans nécessairement avoir l'écran à la bonne hauteur, le clavier et la souris qui va bien. Donc la première chose, ça va être de tenir compte de l'environnement de travail, parce qu'on de la place, mais également on est dans un espace privé. Donc on ne veut pas non plus dénaturer la maison et faire de la maison, on va dire le compliqué bureau. ça. Vous retirez les meubles, vous mettez votre bureau ici, Voilà. Oui, mais non, c'est chez moi, quoi. On donne des conseils sur comment agencer, comment positionner. L'objectif, c'est d'avoir à minima un bon fauteuil, un bureau à la bonne hauteur, un écran qui est à la bonne hauteur, le clavier et la souris assez proches pour travailler dans de bonnes conditions. Alors dans les bonnes conditions, il y a un sondage qui a été fait par Hello Work, où un actif sur deux en poste fait part de difficultés de compréhension de la parole lors de conversations téléphoniques, ça c'est important, et 3 sur 5 en situation de télétravail. Vous voyez, on revient au télétravail parce que évidemment ils ont beaucoup de visio, beaucoup d'échanges avec leurs collaborateurs ou leurs clients. Première proposition que vous faites, vous, c'est s'adapter d'un casque de qualité. C'est bien ça l'idée. En fait, souvent dans les environnements de télétravail, on n'est pas seul à la maison et donc on est dans un environnement qui peut être tout aussi bruyant. Laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Surtout au démarrage en mars-avril, quand ça a démarré ou ça a été dans l'urgence. Les enfants sont présents, on essaie de faire des réunions, mais il y a des bruits dans tous les sens. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un système de casque qui va nous permettre, d'une part, de moins être gêné par le bruit ambiant, et d'autre part, de mieux entendre du coup les personnes avec qui on discute. Et c'est important. Et enfin, de mieux être compris, parce que nécessairement, les bruits qui sont autour de nous vont impacter la manière dont on va être entendu. Ça, on peut le dire, sur ce plateau, le patron et le fondateur de ces casques était venu, il nous avait parlé d'un casque Made in France. Exactement. C'est un casque Made in France, c'est important de le dire. Alors, surtout dans ce type de produit, c'est souvent des produits chinois. Exactement. Les plus grands fabricants de casques téléphoniques font fabriquer en Asie. Alors certes, il y a des composants qui viennent d'Asie, bien sûr. Ils ont le monopole sur ces composants-là, mais par contre la conception, la fabrication et la réalisation est faite en France. Et bien entendu la distribution par des conseillers qui vont se déplacer et qui bien entendu sont français. Les entreprises, j'imagine qu'elles vous auditent aussi, elles vous demandent d'auditer sur l'amélioration de la productivité avec des outils d'ergonomie. Ça, c'est un outil qui améliore la productivité? Les personnes qui vont travailler dans des environnements bruyants vont être nécessairement perturbées, moins concentrées, donc moins performants. À partir du moment, et tout le monde a le réflexe, quand on a besoin de faire une tâche en étant très concentré, on a besoin de s'isoler. L'intérêt d'avoir un casque qui va nous permettre de traiter le bruit ambiant, c'est de pouvoir s'isoler tout en restant dans un environnement qui est bruyant. C'est très important, bien sûr. Donc effectivement, on va gagner en productivité et en efficacité. Alors il y a d'autres soucis quand même qui sont posés aux collaborateurs, et on le voit souvent, on a vu des coachs venir nous expliquer la manière de se tenir. Il y a le problème de la position du corps, les maux de dos. J'imagine que c'est un sujet que vous traitez, ça aussi. Oui, exactement. Pareil, quand vous êtes en télétravail ou même au bureau, on est souvent avec des fauteuils qui vont être inadapté quand on va travailler chez soi sur sa table de salon avec une chaise avec 4 pieds, le bureau qui est trop haut, donc les épaules qui sont surélevées. Donc vous mettez quoi, un petit support d'écran? En fait, tout dépend. Nous, notre expertise, elle arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement de travail, en fonction des contraintes, des besoins, en fonction aussi des contraintes budgétaires, on va essayer de trouver les solutions qui vont être les plus adaptées, les plus pertinentes. L'objectif est de retrouver une posture qui est la plus adaptée pour faire l'activité qu'on est en train de réaliser. Avant de nous quitter, Vincent Rigoudi, est-ce que les annonces gouvernementales, on les attend et notamment, j'ai entendu Laurent Pietraszewski qui dès hier expliquait qu'il fallait pérenniser et obliger presque l'entreprise à télétravailler. J'imagine que vous aussi, ça vous oblige à vous repenser? Exactement. Le télétravail a été une mesure qui a été mise en œuvre un peu, on va dire, de manière dans l'urgence. Oui. Beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes à basculer à si grande échelle dans le cadre du télétravail. Oui. Elles se sont structurées, elles se sont organisées, mais bien souvent, elles n'ont pas encore équipé leurs salariés pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Quand on fait une journée de télétravail de temps en temps, c'est pas dramatique. Mais assis sur le canapé tous les jours, c'est intenable. Quand c'est 2-3 jours par semaine, toute l'année, ça devient intenable. D'où les hésitations d'ailleurs des entreprises qui se disent, moi j'ai pas de salariés qui sont dans des conditions optimales pour bosser. C'est peut-être ça aussi le problème. Exactement. Donc nous, on travaille pour justement accompagner ces entreprises un peu partout en France sur comment équiper leurs salariés dans les meilleures conditions et en fonction, bien entendu, des différentes contraintes qu'elles peuvent avoir. Faisons, avant de nous quitter, un petit cocorico. La marque de ces casques, c'est important parce qu'ils sont faits en France, fabriqués par des salariés français. Exactement. Comment s'appelle-t-il? À Saint-Malo. Saint-Malo, c'est la société Eurosound. Donc là, c'est la dernière version, c'est le Tilde Pro. Ils sont très beaux en plus.
Très designé. Le design est sympa. On peut j'imagine, accrocher le micro devant pour les télétravailleurs. Vous avez un petit micro-perche qui permet, qui s'aimante. Donc si on n'en a pas besoin, par exemple quand je me balade dans la rue... Ça, c'est pour écouter de la musique tranquille ou un échange téléphonique. Et quand j'ai besoin, je vais installer mon micro-perche pour avoir du coup une meilleure... C'est vrai qu'il n'y a rien de plus agréable que d'avoir un interlocuteur dont le son est mauvais. Et on n'arrive pas évidemment à avoir un échange construit, notamment quand c'est un échange commercial. Il faut évidemment être le plus optimal possible. Merci Vincent Rigoudi, merci d'être venu sur le plateau. Directeur commercial d'Azergo, c'est une société qui a 60 collaborateurs, je ne l'ai pas précisé, Lyon, Paris, et vous vous déplacez partout en France. Et la Bretagne. Et la Bretagne, j'ai senti que c'était important pour vous, la Bretagne. Saint-Malo, très beau pays. Merci Vincent Rigoudi. Bon retour en Bretagne, je ne sais pas. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, la suite de nos programmes Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous. Ce sont les invités de Welcome to the Jungle. On va s'intéresser aux entreprises à mission. Oui, qu'est-ce que c'est une entreprise à mission? On en parle tout de suite. C'est Working Progress. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec Jérémy Cléda et les invités de Welcome to the Jungle. Je suis très heureux de vous retrouver, Jérémy. Entreprise à mission, alors c'est un mot un peu barbare peut-être pour ceux qui nous regardent, mais enfin c'est un mot qui est très identifié d'ailleurs à l'intérieur d'une loi qui est la loi Pacte. Et un invité, là, va nous expliquer bien ce que c'est exactement qu'une entreprise à mission. Oui, en tout cas, c'est peut-être un terme neuf, mais le sens qu'il y a derrière est vieux. On s'est beaucoup, je pense, posé la question ces derniers mois de quel est le sens de l'entreprise, quel est le sens qu'on y trouve, qu'on se donne nous-mêmes. Pour rappel, il y a eu un sondage récent auprès d'étudiants de grandes écoles. Il y a 62% des étudiants de grandes écoles, de commerce ou d'ingénieurs, qui refuseraient de prendre un emploi dans une société pour laquelle ils trouvent que les enjeux sociétaux et environnementaux ne sont pas respectés. Donc c'est un enjeu clé et aussi dans le recrutement. Et donc la question, c'est comment ce sujet d'entreprise à mission, il peut être porté par des boîtes et surtout comment y arriver. Et là, je pense qu'on a un très bon exemple avec... bonjour Mathias Vichra, vous êtes le secrétaire général de Danone. Souvent, on se dit d'ailleurs que ce genre de transition, ce genre de changement de statut, on peut le faire quand on est 10, 20, 100 personnes. Vous le faites avec 100 000 collaborateurs. Je crois que d'ailleurs, vous êtes la première entreprise à mission cotée en France. En quelques mots, comment cette transition se fait? Comment vous en êtes venu à être allé sur ce sujet et peut-être sur ce statut plus précisément? En fait, c'est à la fois une continuité et une rupture. C'est une continuité parce qu'il faut s'inscrire dans la longue durée avec l'action sociale et environnementale de Danone, le discours de Marseille d'Antoine Riboud en 1972 où il dit qu'il faut faire de l'économique et du social en même temps. Il y a déjà du en même temps. Ensuite, une raison d'être qui est posée dès 2005. Dès 2005, un engagement Bicorp. Et puis, c'est aussi une rupture parce qu'en réalité, avec la crise du Covid, notre président directeur général, Emmanuel Faber, a eu la conviction qu'il fallait accélérer le processus pour devenir une entreprise à mission et que ça avait du sens pour les consommateurs, pour les salariés et pour les parties prenantes et même pour les actionnaires, parce que les actionnaires ont voté à notre Assemblée Générale à 99,5% en faveur du statut d'entreprise à mission. Et justement, alors on voit bien que dans tout ça, la relation au temps, elle est clé. Comment on fait pour inscrire une société d'ailleurs cotée en bourse, dont les sujets sont plutôt court terme, vers un objectif de long terme, même si on sait que ce genre de finalité a un impact positif sur les revenus et le développement de l'entreprise? Alors d'abord, une entreprise à mission, c'est deux choses principales. C'est d'abord un renouvellement de la gouvernance, puisque vous avez qui est posée, un comité de mission avec des personnalités extérieures qui vont vous aider, qui vont évaluer que vous poursuivez bien la mission. Cet élément d'évaluation s'accompagne d'un organisme qui est PwC pour nous et qui nous certifie les indicateurs. Donc premier élément, renouvellement de la gouvernance, évaluation externe. C'est pas vous qui dites... On dit je suis entreprise à mission, voilà. C'est formidable. Donc premier élément. Deuxième élément, un élément de cliquet, puisque vous inscrivez votre raison d'être dans vos statuts. Et nous, notre raison d'être, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Quand vous apportez la santé par l'alimentation au plus grand nombre, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en matière d'acquisition, en matière de vente de produits, de sourcing. Et
la réalité de cette raison d'être, et je m'arrête là-dessus sur la réalité dans la stratégie de l'entreprise, c'est que depuis que nous avons adopté cette raison d'être, notre portefeuille est devenu de plus en plus sain. Nous avons 90% de nos produits aujourd'hui qui sont considérés comme sains. Et il y a par exemple le Nutri-Score qui nous classe A et B pour plus de 90% de nos produits. Donc ça, c'est un élément tangible qui inscrit la raison d'être dans la stratégie de l'entreprise. Mais vous ne le vendez pas, je dirais, en termes de marketing, là, cette fois-ci, pour le consommateur. Moi qui pousse mon caddie, je n'ai pas en tête que vous êtes une entreprise à mission. Comment on fait ce lien ? C'est un bon point. Entreprise à mission, c'est un dispositif à la fois de gouvernance, d'inscription juridique dans les statuts et d'une certaine manière aussi, on peut dire, de marque employeur, parce que pour les salariés, c'est quand même très favorable, très sain de savoir qu'on travaille dans une entreprise comme ça, ou alors qu'on veut aller dans cette entreprise. Pour le consommateur, c'est plutôt B Corp qui est un des enjeux, qui est cette certification américaine. Nous sommes la première multinationale au monde à nous être lancée dans la certification B Corp. Nous avons 45% de l'entreprise qui est certifiée 100% en 2025. Et là, pour le coup, cet enjeu, c'est de conjuguer B Corp et entreprise à mission. Qui donne des règles strictes, il faut quand même le préciser. B Corp, c'est la certification la plus exigeante, en matière environnementale et sociale. Je sais que votre entreprise aussi a été certifiée. Tout récemment, c'est une grande fierté d'ailleurs. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un enjeu important. Pour l'instant, B Corp n'est pas assez connu des consommateurs. C'est un enjeu pour demain que les consommateurs... Pour l'afficher, oui, bien sûr. Et est-ce que justement, parce que c'est un peu la question, derrière, il y a beaucoup de labels, beaucoup de certifications. En tout cas, quand on est un particulier, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui se cache derrière. En plus, parfois, les gens comprennent avec des labels de développement durable. On en connaît beaucoup. Comment faire en sorte que les gens puissent comprendre l'effort, parce que cette transition, notamment à votre échelle, elle est gigantesque. Et après, de les amener vers peut-être un mode de consommation un peu différent. C'est un très bon point. Nous, on pense que Nutri-Score est vraiment d'abord un label scientifiquement prouvé et qui doit guider le consommateur. Qui avait été un peu critiqué, je le précise quand même. Nutri-Score, ça avait été un peu tendu au départ. En fait, ça avait été critiqué parce qu'il y avait notamment le sujet, est-ce que ça doit être obligatoire ou est-ce que c'est volontaire pour les entreprises ? C'est resté sur le mode volontaire, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent adopter le Nutri-Score. Encore une fois, Danone, 90% des produits sont classés A et B, et pour nous, on considère que c'est vraiment un élément qui doit guider l'entreprise et le consommateur, évidemment, pour connaître et évaluer la qualité, j'allais dire, healthy des produits. Et justement, alors peut-être pour rebondir sur ça, Nutri-Score, c'est sur la base du volontariat, de plus en plus de gens le font, ça deviendra peut-être une norme au fur et à mesure. Est-ce que l'entreprise à mission, c'est bien sûr sur la base du volontariat de chacun, mais est-ce que vous pensez que ça va devenir la norme finalement ? Quand on lit, c'était une étude en juin, il y a 4% des gens, seulement 4% des gens qui pensent que leur entreprise elle s'inscrit dans une démarche positive. Oui, encore 96. Il y a un peu de marge. Et en même temps, pendant le Covid, il y avait un sondage Ipsos aussi qui montrait que 90% des consommateurs attendaient de leur marque préférée qu'elle ait une action sociale et environnementale positive. Donc on voit qu'il y a cette tension. Moi, je pense que, en réalité, les consommateurs et les salariés vont être les principaux moteurs de changement dans les entreprises. Les principaux moteurs. Les salariés attendent beaucoup de leur entreprise, on le dit dans les écoles de commerce, c'est ce que vous avez révélé. Un choix éthique, un choix environnemental. C'était le salaire. Aujourd'hui, c'est le sens et l'impact de mon entreprise. Et c'est heureux. Donc on est dans ce moment-là. On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises, il y en a 9 dans les sociétés du CAC 40 qui ont adopté une raison d'être, qui est la première étape. C'est juste en dessous. C'est juste en dessous, en vue de devenir société à mission. Donc il se passe quelque chose. Donc moi je crois qu'il y a un mouvement. Nous avons par exemple aussi avec beaucoup d'entreprises du CAC et d'entreprises internationales lancé 2 grandes coalitions, l'une pour lutter contre la perte de biodiversité, l'autre pour lutter contre les inégalités, au G7 d'un côté, à l'ONU de l'autre. Il y a énormément d'entreprises qui nous rejoignent. On a même le patron de Microsoft pour créer une dynamique, pour lutter contre les inégalités. Donc il y a une dynamique. Il se passe quelque chose en ce moment. Ce qui est bien, c'est de l'inscrire dans un cadre juridique, parce que sinon c'est incantatoire. Comme la Constitution, on a inscrit des règles environnementales adossées dans la Constitution de l'entreprise. Exactement. Et sur ce genre de coalition un peu globale, sans glorifier certaines personnes, mais on voit que quand même souvent, c'est le résultat, le fruit de patrons très engagés. Comment peut-on faire pour les entreprises qui n'ont peut-être pas ce genre de conviction à leur tête, pour les inciter à suivre ce mouvement ? Parfois, on voit que ça bloque parce qu'à la tête. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, quand une entreprise a un historique d'engagement, c'est plus simple. Danone, c'est depuis 50 ans que l'entreprise est engagée entre Antoine Riboud, Franck Riboud, maintenant Emmanuel Faber. Par ailleurs, je pense qu'en réalité, beaucoup de patrons se disent que si ils ne doivent pas le faire par conviction, il faut le faire quasiment par pragmatisme.
D'abord parce qu'il y a le sujet de marque employeur des salariés. Ensuite, parce qu'on se rend compte que même la montée des inégalités, à Davos, a été considérée comme un risque économique majeur. La montée des inégalités, c'est notamment les classes moyennes qui sont en situation de réduction et d'attrition. De dégradation, ouais. Et la part des classes moyennes dans les pays de l'OCDE a baissé de 13 points. C'est un problème économique. Donc les entreprises doivent prendre leur part dans la lutte contre les inégalités et dans la lutte contre le changement climatique. C'est aussi une question de business. C'est pas qu'une question de morale. En fait. Avant de nous quitter, Mathias Wichras, c'est une question fondamentale. Je sais que vous travaillez sur cette question, la question du plastique. Oui. C'est vrai et du recyclage, puisqu'aujourd'hui, quand je veux recycler mes yaourts, je ne peux pas, puisqu'il reste des éléments alimentaires à l'intérieur qui moisissent et donc ce n'est pas recyclable. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir justement dans cette réflexion, je dirais, très globale, très éthique? Plus que de réfléchir, nous avons annoncé qu'on mettait plus d'1 milliard d'euros dans les 2 années qui viennent pour développer tout le recyclage du plastique. Par exemple, toutes les bouteilles en plastique Evian, Volvic seront... Irremplaçable, le plastique? On peut le remplacer? Mais sur le plastique, il faut bien avoir en tête qu'il y a une vraie différence entre le plastique fossile et le plastique recyclé. Issu du pétrole. Qui n'a pas du tout le même impact écologique. Et qui vit... Donc, nous voulons développer ça. Nous développons des grands formats, notamment avec Volvic 8 litres. Et nous essayons de développer aussi du bioplastique et des matières alternatives. Nous sommes en pointe. Nous sommes la première entreprise au monde dans le domaine agricole. Je voulais vous entendre le dire. Dans ce domaine, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Et ça participe évidemment de l'engagement environnemental de l'entreprise. Mathias Wichras, c'était un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le secrétaire général de Danone, entreprise à mission, avec Bicorp. Bah oui, vous qui nous écoutez, Bicorp, ce sont des règles extrêmement strictes. Et vous avez subi, vous deux d'ailleurs, vous êtes passés sous les fourches codines à des échelles différentes. Mais Welcome to the Jungle est une très belle entreprise. Merci à vous. La suite de nos programmes, toujours avec Jérémy Cléda, c'est Travailler demain et c'est tout de suite. Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, fondateur et CEO. On dit CEO, oui. Ça vous va? Oui, alors j'aime pas trop ce genre d'acronyme. Vous n'aimez pas, hein? Je me sens toujours mal à l'aise. Eh bien, Jérémy Cléda, le fondateur de Welcome to the Jungle. Là, on s'intéresse encore une fois, qui reste dans l'esprit de l'entreprise à mission, dans l'idée de plus de transparence. En fait, c'est exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Pour des particuliers et d'ailleurs même des futurs candidats, comment savoir en fait si l'entreprise qui nous intéresse, elle est engagée et moi qui veux y rentrer. Oui, et soi-même en tant qu'entreprise, comment démontrer par A plus B, au-delà de peut-être parfois de discours marketing, notre niveau d'engagement et surtout comment on s'engage. C'est clairement la mission de Noël Boza qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et de votre société Zei. Vous êtes une plateforme qui aide justement les consommateurs et les entreprises à s'engager pour l'environnement avec des critères très précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à concilier ces deux mondes et à traiter ce sujet? Alors pour moi, il faut concilier les deux et il faut s'attaquer à la fois à la demande, donc aux consommateurs et aux talents, et aux entreprises, parce que les deux sont liés, tout simplement. Les consommateurs, les talents veulent consommer avec impact, il faut qu'ils aient accès à l'information, et l'entreprise qui s'engage concrètement, il faut qu'on l'aide, et il faut qu'elle puisse le faire savoir. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de moyens vraiment transparents et efficaces de le faire savoir auprès de tout le monde. Il y a des labels, on parlait de Bicorp, qui est très efficace, mais qui est malheureusement encore trop peu connu du grand public. Mais peu connu, effectivement. Voilà, malheureusement, il y a les rapports RSE qui sont peu lus. Qu'on lit pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outil de transparence vers les consommateurs et les talents. Alors Zei, on a développé une technologie, une plateforme qui permet déjà de cibler tous les critères d'impact les plus importants pour chaque entreprise. C'est lesquels? Ça dépend de l'entreprise. On a une matrice avec 900 critères d'impact. Oui, donc on les adapte à chaque entreprise en fonction du secteur. Son secteur, plus que ça. C'est du sur-mesure par entreprise. Si jamais je suis un magasin, une marque textile et que j'ai des magasins physiques, j'aurai la part de mes magasins avec des bornes de collecte de mes clients. Si jamais je vends en plus des objets en cuir, j'aurai la part de mes produits en cuir qui sont végétaux. Donc c'est vraiment du sur-mesure et on a entre 30 et 70 critères par entreprise, que je sois le boulanger du coin ou Danone par exemple, et sur lequel l'entreprise va venir se diagnostiquer, s'auditer avec des justificatifs qu'on va vérifier. Donc la donnée, elle est soumise par l'entreprise elle-même, on la vérifie pour s'assurer que c'est pas n'importe quoi. Mais c'est un petit Bicorp en fait. Alors, c'est complémentaire à Bicorp. Bicorp vient trancher, est-ce que je suis à impact ou pas? Nous, on s'adresse à toutes les entreprises qui commencent et qui ne sont pas à impact au départ. Parce que Zei, c'est aussi un outil de progression pour les entreprises. On a intégré un catalogue de centaines d'innovations, solutions et cabinets de conseil qui me permettent de trouver tous les prestataires et les fournisseurs avec qui travailler. Vous les aiguillez. Parce qu'au début, quand on est une entreprise, on s'intéresse à ce sujet, parfois on ne sait même pas où commencer. Moi, j'entends plein d'entreprises qui nous disent, qui ont une vraie conviction, qui disent j'aimerais y aller, mais où, comment? Absolument pas comment. Est-ce que vous les aidez? Parce que si on a 900 critères,
j'imagine que savoir les Ouais. bons. Alors, c'est pas elle qui les choisit. C'est un détail. Vous qui les choisissez. Dans notre matrice, il y a 900 critères qu'on recoupe en fonction du secteur, la taille des caractéristiques. D'accord. Mais l'entreprise va en recevoir une vingtaine, entre 20 et 50 sur l'environnement. Qui sont par pertinents exemple. C'est pour ça. elle, du coup. Voilà, qui sont pertinents et qui sont pondérés entre eux avec un système de coefficients. Mais tout est généré automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, justement, pour définir qu'est-ce qui est important pour moi, on a des cabinets de conseil qui coûtent très cher, mais qui font du sur-mesure. Mais c'est en général beaucoup de ressources. Et on a des référentiels un peu open source qui sont communs à toutes les entreprises d'une même taille, comme le 440, ou à toutes les entreprises d'un même secteur. Ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est pas du sur-mesure. Notre algorithme et notre technologie est la première à faire du sur-mesure, mais gratuit, et en 3 minutes. Donc je m'inscris, ça prend 3 Et minutes. donc ça permet de sortir les items qui correspondent bien à l'entreprise et qui collent. Exactement. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc même l'audit est gratuit, avec justificatif. Donc je sais exactement ce que Rien n'est jamais gratuit, vous le savez. Alors, on a une version C'est la suite. premium, mais on va y venir sur. C'est ça. Donc derrière, l'entreprise, une fois qu'elle s'est diagnostiquée, elle sait ce qu'elle fait de bien et qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Et c'est là qu'intervient le catalogue de solutions pour avancer. Mais le troisième frein, après le je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment Ouais, progresser, c'est ça. c'est comment je le valorise. Parce que c'est bien de mettre du temps et des ressources dans de la stratégie d'impact. Oui, mais ça me sert à quoi sur le plan commercial? Il faut qu'il y ait Oui. alors, on va dire ça crûment, un retour sur investissement. Mais oui. Sinon, l'écologie et le social restera perçu comme un sacrifice en temps et en argent. Et c'est là qu'interviennent nos profils publics, nos vitrines digitales, où toutes les données d'impact, tous les critères, la progression de l'entreprise sur Sont affichés. et l'objectif sur chacun d'entre eux sont affichés, communicables. Et donc là, sur mes réseaux sociaux, sur mon site web, on développe des partenariats avec des applications consommateurs comme ScanUp, un des concurrents de Yuka, pour que le score d'impact apparaisse à côté d'un produit scanné, sur des marketplaces digitales, sur des job boards et des sites de recrutement, pour que la donnée soit le plus largement partagée Visible. voilà, auprès Ouais. des candidats qui veulent avoir du sens, auprès des consommateurs qui veulent avoir de l'impact, et même des investisseurs qui veulent avoir du sens dans leur investissement. Et ça, parce que je pense que du coup vous êtes bien placé pour voir cette tendance de fond des gens qui veulent s'intéresser à ce sujet et du coup modifier leur comportement d'achat, modifier leur comportement peut-être de recherche de job. C'est quelque chose que vous voyez. Est-ce que d'ailleurs ça s'est accéléré cette année? Alors c'est très profond, je dirais que ça fait à peu près 3 ans où il y a oui. vraiment une révolution. Et accélération On prend les avec le voilà, Covid. VPI, c'était en 2019, donc l'année dernière, c'était 9 Français sur 10 qui veulent avoir du sens dans leur consommation, Alors, et ils non. n'ont pas accès à l'info. Ouais. Du côté des talents, notamment les jeunes qui sont plus sensibles à ces thématiques-là, c'est le BCG qui a fait une étude qui montrait que 2 tiers des jeunes voulaient avoir du sens dans leur emploi Tout à fait. et qui ne voulaient pas avoir un job qui n'a pas de On sens. l'entend beaucoup dans cette émission, c'est vrai. Hein. C'est passé régulier. devant le salaire dans les priorités. Mais la question Et c'est des comment temps. savoir vraiment finalement ça. Et être sûr C'est là que le- c'est bien une entreprise qui a du sens, que c'est pas du greenwashing ou un mensonge. Alors justement, le problème, comment est-ce que le greenwashing est possible? C'est quand l'entreprise va pouvoir choisir les éléments qu'elle souhaite mettre en avant et ceux qu'elle va masquer. Dans notre approche, l'entreprise, on lui impose les critères. Et donc il y en a où elle va être à très bonne Ouais. et d'autres où elle va être à 20. Elle est prisonnière des critères, elle n'a pas le choix. Mais comme elle est obligée d'être transparente, elle va Ouais. se mettre des objectifs ambitieux à atteindre et elle va devoir se forcer à les atteindre. Et le but, c'est pas qu'on ait toutes les entreprises sur Zeil, mais on a des classements qui permettent de comparer lesquels sont les meilleurs, le coiffeur le plus engagé ou la banque la plus verte. Et on devrait lancer, alors c'est pas encore le cas, mais on devrait lancer dans peu de temps un moteur de recherche qui permettra de chercher une entreprise sur Zeil. Si je la trouve parfait, je vois ses engagements. Si je la trouve pas, on dira désolé, elle n'est pas encore transparente. Voici le classement des meilleures alternatives aux cosmétiques, aux textiles. Qui correspondent au secteur qu'on cherche. Ça donnera à certains l'envie de se lancer là-dedans. Ah, les classements, ça fait toujours Voilà. plaisir. Évidemment, ça motive. Merci d'être venu, Noël Boza. Merci à vous. Zeil, ça veut dire quoi en 10 secondes? Zéro éco-impact. Eh ben voilà. Mais oui, j'aime bien, Jérémy, vous avez remarqué. sais. Mais Je me doutais que la question arrivait. elle arrivait, mais elle arrive tout à la fin, mais zéro Éco-impact. Ça aurait éco-impact. peut-être un proverbe chinois aussi. Moi, je pensais que c'était du chinois, mais On a déjà eu. c'est Zeil. Exactement. On a déjà parlé chinois sur ce plateau. Merci, Jérémy. Merci à vous, Noël. On termine notre émission. Vous connaissez notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Bah, c'est tout de suite. Le cercle RH, notre débat quotidien, on va parler du chômage. C'est un sujet important puisque notre émission parle de l'emploi et d'un dispositif dont vous avez forcément entendu parler. Territoire zéro chômage, zéro chômeur de longue durée. C'était une expérimentation pendant plusieurs années, puis on est en train de le pérenniser. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, au Sénat. Les députés, les sénateurs ont voté cette pérennisation, mais il y a des mais, avec la volonté peut-être de reprendre le dispositif, de mieux le contrôler. Puis il y a des critiques, on y reviendra. Ce dispositif coûte
coûte trop cher. Quel est-il ? L'idée, c'est d'offrir à des chômeurs de longue durée un CDI consacré à des activités, il faut être précis, non couvertes par le secteur public ou privé. On va revenir sur ce dispositif. Le chiffre, on a créé 1000 emplois, on reviendra sur ce chiffre évidemment. Ça fonctionne, ça marche et ça remet en selle évidemment des chômeurs de longue durée, souvent seniors, qui étaient sortis du monde du travail. On en parle avec nos invités parce que forcément ce dispositif, il va être important. On nous dit qu'il y a 1 million de personnes qui vont entrer dans le seuil, en dessous du seuil de pauvreté à cause de la crise Covid. Il y a vraiment des gens qui tirent la sonnette d'alarme et on fait le point aujourd'hui avec mes invités. Laurent Grand-Guillaume, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. On s'était vu dans une autre vie, au XXe siècle, je crois presque, président de l'association nationale Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Vous avez été député. Vous portez avec d'autres, parce que vous êtes modeste, cette initiative qui est en train de se pérenniser. On va en parler avec vous parce que c'est un combat que vous menez. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vincent Godbout, merci d'être là. Vous êtes délégué général Solidarité Nouvelle face au chômage. Et puis votre structure, votre association est membre justement de ce collectif Zéro Chômeur Longue Durée. On va en parler avec vous de ce coût social du chômage parce qu'il y a un débat d'économistes qui disent mais c'est exorbitant, ça coûte beaucoup trop cher ce dispositif. On le mettra en perspective avec ce que coûte déjà évidemment le coût social du chômage. Et puis avec nous, Olivier Bouba Olga est avec nous en Skype, en visio comme on dit, c'est très à la mode en ce moment de parler de la visio. Vous êtes économiste, président du comité d'évaluation de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Alors évidemment, vous observez, vous calculez aussi en quelque sorte, vous calculez le coût de cette expérimentation qui est en passe de se pérenniser. Laurent Grand-Guillaume, d'abord, d'un mot, parce que vous portez depuis 2015-2016 cette initiative. Au départ, on vous regardait avec des yeux bizarres, j'en souviens parfaitement. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Il y a Pôle emploi, il y a plein d'organismes qui aident les chômeurs. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à créer un dispositif ? Est-ce que vous êtes d'abord fier de ce que vous avez bâti ? Parce que le Sénat, l'Assemblée, ont revoté sa pérennisation. Oui, c'est une fierté parce que finalement... on s'est toujours dit qu'on avait tout essayé contre le chômage en France. Phrase bien célèbre. Voilà, mais ce qui n'est pas vrai, puisque la preuve, c'est que Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, mais bien d'autres expérimentations aujourd'hui n'avaient pas été essayées. Et donc, il est possible de sortir de la fatalité, d'inventer, de créer des activités qui n'entrent en concurrence avec personne, dans le domaine de la transition écologique, dans l'économie circulaire, dans les services à la personne. On le voit encore plus avec la crise sanitaire, d'ailleurs. Il est possible de mobiliser le coût du chômage pour faire des investissements. Il faut le dire à ceux qui nous regardent. L'idée, c'est de prendre ce que coûte la dépense occasionnée pour un chômeur de longue durée et de la transférer. Ça n'a pas de surcoût. Et encore, le coût estimé à l'époque par ATD Quart Monde, c'était 18 000 € par an et par personne, le coût du chômage longue durée pour l'État et les collectivités territoriales. Une étude très intéressante faite par des grands économistes européens et qui vient de sortir à l'Université libre de Bruxelles avec le DULBEA, chiffre le coût du chômage annuel à environ 40 000 € pour un demandeur d'emploi. 40 000 €. Alors, ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'en France, on soit en incapacité de calculer ce qu'est le coût du chômage longue durée avec de l'économétrie et des modèles fiables. Pourtant, on a des chercheurs, on a des économistes. C'est peut-être une question de volonté, parce qu'en fait, si c'est possible de le faire à Bruxelles, ça va être possible de le faire en France. Mais peu importe, en tout cas, nous, on s'appuie sur les études qui sortent aussi à l'international. Et c'est vrai que le coût du chômage longue durée, il y a des coûts directs, mais il y a aussi des coûts indirects. On le sait très bien. Il y a près d'1 million de personnes aujourd'hui qui sont au chômage depuis plus de 3 ans. J'ai fini le chômage de longue durée, c'est plus d'1 an. Mais quand vous avez été au chômage... C'est 2,7 millions de personnes, Laurent Grand-Guillaume, aujourd'hui. C'est colossal. Et ça va ne faire, hélas, qu'augmenter, parce qu'on sait très bien qu'il y a des activités qui vont disparaître avec la crise que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr. D'autres qui vont émerger. Mais est-ce qu'elles seront suffisantes pendant un temps pour compenser? Et il y aura évidemment au milieu il va y avoir, les naufragés du Covid. Moi, je les appelle les naufragés du Covid. Juste Vincent Godbout, vous êtes membre de ce dispositif. Pourquoi d'abord vous le soutenez, ce territoire zéro chômeur longue durée et pourquoi vous dites on n'a pas tout inventé aussi? Parce qu'il y a ce discours-là dans vos structures. Il y a Pôle emploi, il y a des structures d'État, il y a des politiques nationales, mais il y a aussi des politiques, vous y tenez beaucoup, de territorialité. Oui, tout à fait. Donc à SNC, nous existons depuis 35 ans aujourd'hui et nous accompagnons sans limite de temps les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et ce qui nous a semblé très intéressant dans cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, c'est la création d'emplois en CDI pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. En CDI, c'est important. En CDI. J'ai vu qu'on pouvait cumuler les deux d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait possibilité de cumuler un contrat territoire zéro chômage avec un autre contrat. Je dis une bêtise ou pas? Alors,
En tout cas, pour ce qui nous concerne à SNC, nous finançons des emplois à durée déterminée. Et donc, le modèle est très complémentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, en attendant que des entreprises à but d'emploi se créent sur les territoires. Les EBE, vous le verrez, ce sigle. Nous pouvons proposer d'accompagner les personnes sur ces territoires et leur financer des contrats à durée déterminée. Et au moment où le BE est créé sur le territoire, alors les personnes peuvent trouver un emploi dans ce dispositif Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Je vais redonner la parole à Laurent Grand-Guillaume parce qu'il nous faut des chiffres de savoir sur le dispositif depuis qu'il est né, combien il a créé d'emplois, parce que c'était un sujet fondamental. Olivier Bouba-Olga, je vous présentais un petit peu comme peut-être celui qui allait nuancer, je ne sais pas, parce que Laurent Grand-Guillaume, dès le début de son intervention, a dit voilà, il y a des études très précises, on est à 18 000 €, ça c'est le coût que coûte un chômeur longue durée dans notre dispositif. En Belgique, c'est 40 000, donc globalement, ça coûte moins cher et c'est efficace. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'économiste ? Alors nous, au niveau du comité d'évaluation, on a essayé de voir un peu différents axes quand même de ce dispositif. Ce qu'on a montré, c'est que c'était un dispositif très positif pour les bénéficiaires qui retournaient à l'emploi sur différents sujets. Après, effectivement, ce qui fait le plus débat, c'est combien ça coûte. Nous, ce qu'on a dans nos chiffres, c'est que malgré tout, ça coûte plus cher que ce qui était anticipé par le porteur de l'expérimentation. Pour une raison, alors bon, c'est des questions un peu complexes, hein, donc là forcément, on va aller vite en besogne. Mais oui, ça coûte plus cher, notamment parce qu'une proportion non négligeable des personnes qui ont été embauchées par les entreprises à but d'emploi, avant d'être embauché ne percevait pas d'allocation de prestations sociales. Finalement, l'État économise moins que ce qu'il imaginait. Excusez-moi, Olivier, c'est assez cynique ce que vous dites là. Non, alors c'est pas cynique. Attendez, laissez-moi finir, j'essaie de vous expliquer. C'est-à-dire que ce qui a fait débat, c'est ça. Mais on peut avoir deux interprétations du fait qu'avant d'être embauché, les gens ne percevaient rien. Il y a peut-être une explication que vous allez considérer comme cynique. Certains disent, notamment Pierre Cahuc, mon collègue qui fait partie du comité, c'est qu'on s'est trompé de ciblage et donc le modèle ne tient pas et peut-être faut arrêter. Mais nous, au niveau du comité scientifique, pour l'essentiel, ce qu'on dit, c'est pas ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, des gens ne percevaient pas d'allocation de prestation. Ça coûte plus que prévu, mais c'est beaucoup des personnes qui ne bénéficient pas, c'était du non-recours en fait. Et donc, ça coûte plus cher, mais c'est pas forcément grave. Je pense que le point de désaccord que je pourrais avoir, peut-être, mais je sais pas si c'est un vrai désaccord, enfin, avec Laurent Grand-Guillaume, lui dit finalement, ça coûte pas non. Moi, j'aurais tendance à dire, si ça coûte, mais c'est pas grave, parce que c'est remettre dans le système des gens qui en étaient exclus, et donc le jeu en vaut la chandelle. C'est intéressant le débat que vous soulevez, il y a une subtilité dialectique, puisque le début du débat commençait par l'idée que ça coûtait moins cher. Vous vous dites, à l'envers, ça coûte plus cher, mais c'est pas grave, parce qu'il y a aussi l'intégration d'une population de femmes et d'hommes coupés du monde du travail, et donc, effectivement, c'est un coût de réinsérer. Votre réponse, pour préciser quand même, d'après le chiffre que j'ai, vous le confirmez, 965 emplois créés. Alors, je vais être très factuel. Il y a effectivement un peu plus de 900 personnes qui ont été embauchées en contrat à durée indéterminée dans des micro-territoires de 5 à 10 000 habitants. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que dans certains territoires, vous avez une centaine de personnes qui ont été embauchées. C'est beaucoup pour un micro-territoire. Tout à fait, rural par exemple, ou même urbain. Pour évacuer le sujet de la cible, d'ailleurs, je vais vous dire clairement, les personnes qui ont été embauchées, c'est plus de 900 personnes, elles étaient au chômage en moyenne depuis 54 mois. Donc elles ne touchaient plus d'allocation. Depuis plus de 4 ans. Parmi elles, il y a des personnes qui étaient au RSA, d'autres qui avaient une allocation chômage, d'autres qui parfois étaient dans le travail informel, et d'autres qui vivaient de solidarité familiale. Mais alors, qu'on vient de m'expliquer que des personnes qui étaient au chômage depuis plus de 54 mois, qui pour 25% sont en situation de handicap, un peu moins de 25%, et qu'on vient de m'expliquer qu'on n'est pas dans la cible, c'est ce qui est dans le rapport IGAS-IGF, j'ai du mal à comprendre quand même ce constat. Après, ces personnes n'auraient, il faut le dire, jamais réussi à retrouver un emploi sans ce dispositif. Elles étaient sur le bord du chemin. Exactement. Et après, on mélange dans les analyses qui ont été faites en particulier par l'IGAS-IGF le coût d'un emploi et les investissements. C'est-à-dire, en fait, je ne connais pas aujourd'hui d'entreprise qui fait des calculs en disant, voilà, aujourd'hui j'ai toutes ces dépenses et je les ramène à un ETP. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des investissements, il y a des amortissements, il y a des fonds propres, il y a des salaires. En fait, et on mélange tout.
Et après, on ramène ça à un coût par ETP. Puis on dit, ça Et on vous dit c'est trop cher. on vous dit c'est 25 000 euros, ou c'est 26 000 euros, ou M. Cahuc qui va sortir des sommes jusqu'à 30 000 euros. Oui, c'est l'opposant, c'est lui qui a effectivement ouvert On mélange tout. Je veux dire, on ramène le coût d'une serre, dans laquelle on fait du maraîchage, d'accord, à l'ETP. Ça marche pas. Ça, c'est de l'investissement. Non, mais je ne comprends même pas ces raisonnements économiques. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Oui, les serres qui permettent effectivement à ces salariés de pouvoir. Donc oui, il y a des investissements et il y a des salaires. Donc en fait, il faut distinguer déjà les deux. Et ces investissements permettent d'ailleurs de créer des richesses. Mais sur le plan philosophique. Dont on ne parle pas, parce qu'il y a quand même un chiffre d'affaires qui est généré. Parce que ce maraîchage, ces légumes sont vendus. Et il y a une activité économique, puisque c'est une entreprise, elle a un bilan. Et quand à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, on fait du B2B, c'est-à-dire qu'on développe une filière amont de recyclage du verre qui est issu des fenêtres qui sont aujourd'hui enfouies dans le sol, et qu'on le recycle dans la filière amont de Saint-Gobain, c'est du B2B, et vous le savez comme moi, entre du B2C qu'on a développé au départ et du B2B qu'on développe de plus en plus, le chiffre d'affaires potentiel est en train d'augmenter, forcément. Donc il vient évidemment réduire, rééquilibrer le coût. Mais par contre, tout ce que dit M. Bouba-Olga, nous on le partage, parce que le rapport du Conseil d'évaluation scientifique, contrairement au rapport IGAS-IGF, tient compte d'éléments qualitatifs, sur lesquels d'ailleurs on a apporté... Mais c'est ce qu'il évoque, il dit que c'est positif par ailleurs. Bien sûr. Mais juste d'un mot, je veux vous entendre, et je veux entendre Olivier Bouba-Olga, parce qu'il est à la fois critique mais positif. Tout à fait. Il faut de la critique. Sur l'aspect philosophique, pourquoi c'est compliqué en France de régler ce... Est-ce que c'est quoi? C'est parce qu'on est un pays jacobin, très centralisateur. J'ai lu là dans une tribune signée par des députés de gauche en grande partie que... il y avait une volonté de recentraliser dans la main de la directe, qui appartient au préfet, pour le dire simplement, et puis que les départements disaient « mais nous, on n'a plus d'argent, c'est plus possible ». Pourquoi ça ne marche pas en France? Moi, je me rappelle, M. Borloo m'avait dit, quand il a fait son rapport, il a dit « Laurent, vous allez avoir un souci, c'est que vous êtes en train d'expliquer en fait, que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, vous allez vraiment avoir de gros problèmes. » Avec son humour. C'est une montagne. Mais après, on est dans un pays très centralisé, et quand on va à l'étranger discuter avec des acteurs internationaux qui expérimentent, Allemands, par exemple, on va présenter le projet. Il y a 2 projets internationaux qui vont être présentés à la réunion de l'OCDE le 11 novembre, dont Territoire zéro chômeur longue durée. Et là, quand on rencontre des acteurs internationaux, ils nous disent comment améliorer le projet et comment le faire grandir. Quand on voit certains acteurs des administrations centrales en France, on nous explique qu'on ne va pas réussir. On nous dit les fameuses administrations centrales. Oui, mais c'est un problème quand même. Vous vous heurtez à ça. C'est la culture. C'est pas contre les administrations centrales, c'est la culture. La culture, bien sûr. Qui évolue, mais très centralisée. Pas assez vite. Vous êtes sur cette ligne-là. Est-ce que des fois vous vous tapez la tête contre les murs? Vous dites mais il y a des évidences, il y a des gens hors du marché du travail. Si je les réinsère, ils retrouvent à la fois de l'argent, un salaire, mais aussi gérer une dignité, un cadre de vie. Ils peuvent bâtir leur vie. Enfin, c'est une évidence. Nous, à SNC, on accompagne 4000 personnes par an. On finance une centaine d'emplois et plus de 3000 personnes retrouvent le chemin du travail. Pourquoi? Simplement parce qu'on a passé un petit peu de temps avec ces personnes, à les écouter et puis à mettre en valeur leurs talents. Et puis à dire, à partir du moment... Mais il y a Pôle emploi, excusez-moi, je me fais le... Enfin, il y a Pôle emploi, c'est une structure d'État, avec des fonctionnaires. Est-ce que Pôle emploi a les moyens de l'accompagnement de qualité? Voilà, vous apportez la réponse à la question. Ils sont partenaires dans les territoires. J'ai vu qu'ils étaient partenaires. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Bien sûr, mais il va faire des choses intéressantes. C'est assez étrange. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut prendre un peu de temps, il faut écouter, il faut essayer d'orienter. Olivier Bouba-Olga, c'est important parce que là on a un débat riche mais aussi contradictoire. Il y a le coût social, il y a le traitement social du chômage qui est un vieux débat politique. Ça fait 30 ans qu'on en parle. C'est quand même compliqué, la France, vous qui êtes un économiste. Son centralisme, ces hauts fonctionnaires qui, en général, vous expliquent, quand vous venez avec un projet un peu innovant, ça ne marchera pas. C'est compliqué, ça aussi. Oui, après, disons que moi, ma conviction, c'est qu'il nous faut des politiques à l'échelle nationale, à des échelles infranationales. On a aussi besoin, on a aussi besoin de politiques un peu macroéconomiques. Par rapport au chômage, on a besoin d'une grosse politique d'éducation, de formation des personnes qu'on peut définir à l'échelle du pays. Après, effectivement, la grosse problématique, c'est comment on peut inventer localement des réponses avec des contextes territoriaux qui diffèrent. Enfin, le problème du chômage à tel ou tel endroit n'est pas le même qu'à tel autre endroit. Et donc, effectivement, il faut faire de la différenciation. Il faut tenter des choses. Moi, je suis très, très favorable à ces logiques d'expérimentation. Ma conviction, c'est que Territoire zéro chômeur, ça peut être une réponse parmi d'autres dans la palette des réponses qu'il faut apporter. Et je serais plutôt très favorable à la multiplication de ces expérimentations sur les territoires. Pas ensuite pour généraliser, pour faire partout la même chose, mais pour dire, on a expérimenté ça à tel endroit, donc il y a d'autres territoires dans le même contexte, peut-être qu'ils ont intérêt eux aussi à se nourrir de cette expérience-là.
Donc c'est une nouvelle façon de faire de la politique publique. C'est plus j'invente un modèle dans les ministères à Paris. C'est pas non plus j'expérimente à un emploi et ensuite je généralise. C'est je multiplie les expérimentations, je donne ça à voir à tout le monde et ensuite à chacun de trouver de prendre la bonne réponse. Bien sûr, Olivier, l'idée c'est de l'adapter en fonction des territoires, en fonction des besoins, évidemment. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que je parlais du centralisme et du jacobinisme. Olivier dit, bon, c'est pas mal, mais c'est un des éléments de la palette. Vous êtes d'accord avec ça? Mais ce qu'il faut, c'est construire d'abord une garantie d'emploi pour tous, c'est-à-dire partir de territoire zéro chômeur et d'autres expérimentations, en se disant qu'est-ce qu'on fait pour que le préambule de la Constitution qui définit un droit à l'emploi pour tous, finalement, soit exercé. C'est possible par d'ailleurs le champ privé, et non pas par le champ public. On peut le faire. Ce que vous faites, parce qu'en fait, Exactement, ce sont c'est des une structures solution, privées. mais il faut l'agrandir et puis en expérimenter d'autres. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que face à cela, on a une culture d'ancien régime, en fait, qui date de plus de 2 siècles, et elle est restée. Pourquoi? Parce que Turgot, dans le Limousin, avait expérimenté des ateliers de charité où il proposait du travail à des personnes qui n'en avaient pas, et qui n'entrait en concurrence avec personne. Quel était le débat de l'époque? Exactement votre dispositif. Quel était le débat de l'époque avant la Révolution française? Le coût, la cible et le fait que ça pouvait percuter peut-être des la concurrence. Ça vous l'avez entendu dès le début. Exactement les mêmes débats. C'est-à-dire, on est figé, rien n'a changé. Le monde a changé autour de nous, mais nous n'avons pas changé. On est dans une culture d'ancien régime avec les mêmes arguments, voilà, les mêmes passionnant. Sujets. Alors que dans d'autres pays, on expérimente. D'ailleurs, en Belgique, à Bruxelles, ils vont lancer l'expérimentation. Nos amis belges, eh bien, ils vont aller sans doute plus vite que nous, puisqu'ils ont un gouvernement fédéral. Donc c'est beaucoup plus simple. Oui, bien sûr. Et plus compliqué aussi sur le plan politique. Dans les débats. Mais en fait, ils débattent, ils se mettent d'accord, il y a consensus et après, ils y vont. Mais Vincent Godbout, sur la question de ces demandeurs d'emploi, vous allez prendre en pleine figure, vous et tous ceux qui travaillent sur cette question, tous ceux dont on nous parle, qui sont des femmes et des hommes, qui ont déjà perdu leur emploi, qui étaient les précaires du Covid et qui aujourd'hui sont sans emploi. C'est près d'1 million de personnes, disent les ONG, puisque ce chiffre-là est une évaluation. C'est un collectif d'ONG qui dit que 1 million de personnes vont basculer en dessous du seuil de pauvreté. On fait quoi avec ces personnes-là? Vous leur proposez le même dispositif? Parce que là, on entendait Olivier qui disait il faut aussi penser à la formation initiale, l'idée qu'il faut les reventiler sur d'autres... Mais ça prend du temps. Oui. Et pour prendre du temps, en fait, c'est ce qu'on a fait pendant le confinement, par exemple, où on a développé beaucoup l'accompagnement à distance, puisqu'on n'avait pas les moyens d'être présent comme tout le monde. Physiquement, comme tout le monde. Et finalement, ça a marché. Et ça a marché pour un certain nombre de personnes que nous accompagnions à l'époque parce que on a contribué au fait que les personnes conservent la confiance. Et à partir du moment où vous conservez la confiance, vous êtes bon en entretien. Et un certain nombre de personnes ont trouvé du travail pendant le confinement. Il y a encore, on en discutait avec Laurent juste avant cette émission, il y a encore de la création d'emplois. Pas suffisamment, mais il y a encore de la création d'emplois dans notre pays. Il y a encore des entreprises qui cherchent, il y a encore des... Bien sûr, bien sûr. Exactement. Et donc, en fait, il faut peut-être questionner certaines conditions de travail dans certains univers particuliers, ça c'est certain. Il faut favoriser les reconversions entre secteurs. Et hier, le gouvernement a annoncé des dispositifs en la matière qui sont excellents s'ils sont mis en place rapidement et en fonction des besoins sur les territoires. Et adaptés aux besoins des territoires, ça marchera. Et à titre d'exemple, pour revenir sur les politiques nationales, il y a 3 ans, SNC, on a publié le premier rapport sur la santé des personnes qui sont en recherche d'emploi. Qui se dégradent. Qui se dégradent au fil du temps. C'est une évidence. Pourtant, personne jusqu'à présent n'avait mis ce sujet sur l'agenda. Et c'est encore plus difficile de repartir sur le marché du travail. Et c'est encore plus difficile de repartir sur le marché du travail. Et aujourd'hui, on est très heureux de travailler avec des universitaires, avec Santé publique France sur le sujet, parce qu'enfin, les pouvoirs politiques s'emparent de la question. Avant de nous quitter, il nous reste peu de temps et j'en suis désolé. Laurent Guillaume, pour ceux qui nous regardent, ils sont chefs d'entreprise, ils sont demandeurs d'emploi. Comment font-ils? Ils vont sur Internet, ils sont demandeurs d'emploi, ils se disent, moi je suis dans la cible, puisqu'on parlait de la cible, je veux retrouver un emploi, je veux travailler dans des univers qui ne sont pas inintéressants, hein. Ça peut être le maraîchage, ça peut être l'écologie, ça peut être de nouveaux métiers. Comment ils font? Eh bien, alors nous, aujourd'hui, on est en contact avec environ 200 territoires maintenant, dans toute la France.
qui se préparent pour une deuxième étape. Alors, parmi les 200, Cette fameuse deuxième étape votée à l'Assemblée et au Sénat. ils ne sont pas tous au même niveau de préparation, d'accord? Donc si on va sur notre site internet, tzcld.fr, on va trouver- TZCLD. Voilà, Il ne faut pas se rater. Hein. tzcld.fr, territoire zéro chômeur longue durée.fr. On va trouver une carte avec tous les territoires qui sont engagés. Si mon territoire n'est pas engagé, je peux aller voir les élus de mon territoire pour créer un collectif et réfléchir à l'idée. De toute façon, même si ce n'est pas territoire zéro chômeur qui se réalise à la fin, on fait sauter tous les silos dans le territoire. On se met autour d'une table avec les acteurs publics, les entrepreneurs, les personnes privées d'emploi, les associations, et on crée des solutions qui ne sont pas forcément celles de territoire zéro chômeur. Ouais. On a parlé de l'exemple de Solidarité Nouvelle face au chômage. Ouais. On pourrait parler des réseaux C'est la Cocagne. synergie. Hein. Voilà. Quand vous dites des solutions, ça veut dire que quelqu'un peut venir avec un projet et vous dit, moi, j'ai découvert que dans mon territoire, il manquait ça, Oui. je voudrais le développer. C'est-à-dire qu'il devient quelque part un peu auto-entrepreneur ou entrepreneur lui-même d'ailleurs. Non, c'est compliqué? S'il veut créer une entreprise, de toute façon, dans le territoire, à partir du moment où on a créé un collectif, on peut le mettre en relation avec des personnes qui vont pouvoir l'accompagner, parce qu'il y a plein de réseaux qui existent. Le problème, c'est qu'on est en silo. Mais oui. Donc, en fait, on ne sait pas que ça existe. Ouais. On sait pas qu'il Il y a- faut passer la tête par-dessus le mur pour dire, bah tiens, il y a un truc à côté. C'est Là, ce vous qu'on cassez les murs. Exactement. Et nous, pour ce qui concerne les chercheurs d'emploi, on a ouvert un numéro vert pendant la crise du Covid que je peux donner. Allez-y, qui allez-y. s'appelle le 0805 034 844. Pourquoi? Simplement pour dire aux personnes, ne restez pas seuls avec votre chômage. Il ne faut pas Ouais, que c'est les personnes c'est un gros fardeau. continuent de s'isoler. C'est impossible. Exprimez-vous, parlez. On est là simplement pour vous écouter et avancer avec vous dans la reconstruction d'un projet. Et s'il y a une EBE de territoire zéro chômeur, eh bien, nous irons vers cette EBE. S'il n'y a pas d'EBE, nous irons vers d'autres acteurs. EBE, entreprise à but d'emploi. Exactement. Ah non, c'est un mot un peu barbare pour ceux qui ne sont pas aguerris au sujet. On travaille aussi avec les acteurs de l'insertion, avec tous les acteurs dans le territoire. Oui. Donc, vraiment, il y a des solutions. Faut qu'on Vous soit avez, optimiste. vous avez des hommes et des femmes qui sont souvent cassés, comme on dit, et qu'il faut aussi remettre en confiance, parce que ça part pas que du travail, ça C'est part pour ça aussi qu'il de faut sa gouverner les confiance. causes du chômage longue durée. Et quand on regarde les causes, il y a des problèmes de mobilité. Mais bien sûr. Des problèmes parfois de maladies psychiques. Je rappelle qu'on travaille dessus avec Philippe Dornano. 20% des Français qui ont une maladie psychique, ça peut être une dépression, ça peut être des addictions. D'ailleurs, vous avez- souvent lié au chômage, hein, c'est parfois la rupture, Tout à fait. chômage, divorce, et puis maladie psychique. C'est un ensemble. Les problèmes de formation, on l'a dit. Enfin, il y a plein de problématiques différentes, parfois des discriminations. Et donc, plus on va dans le territoire trouver les solutions, plus on touche à ces vrais sujets. Voilà, et on invente les solutions ensemble. Allez voir les rapports qui sont intéressants à la fois du comité d'évaluation et d'expérimentation, parce Tout à qu'il fait. faut se faire une opinion aussi, et puis aller sur ce site territoire zéro chômeur longue durée, donc territoire TZ. Ouais, territoire zéro chômage longue durée, tzcld.fr. Voilà, TZCLD. Oui, je n'étais pas sûr d'avoir l'acronyme entier. En tout cas, merci à vous trois. Merci à Olivier Bouba-Olga qui était avec nous en visio. Vous êtes économiste et justement le président de ce comité d'évaluation et d'expérimentation, avec une vision à la fois critique et modérée et en même temps positive. Donc c'est intéressant. Merci à Laurent Grand-Guillaume. Vous êtes le président de l'Association nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Et puis merci à Vincent Godbout d'être venu sur notre plateau avec votre numéro. On l'a noté, délégué général, Solidarité Nouvelle face au chômage. On continuera à parler de ce sujet dans notre émission parce que, évidemment, la crise Covid risque de faire de plus en plus de naufragés et évidemment de gens qui pousseront la porte de vos structures. Merci d'être venu. C'est la fin de notre émission. Presque. Fenêtre sur l'emploi. C'est le recrutement. Tiens, ça va vous intéresser. On appelle ça stalker, mais je crois que je l'ai mal dit. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi et le sourire d'Amélie Favre-Guittet. Ben oui, toujours le sourire parce que talent management, entre autres, c'est le recrutement, c'est la manière dont on se prépare. Vous avez entendu, il y a ces demandeurs d'emploi parfois un peu brisés par la vie. Alors, moi, j'ai découvert un mot, je vais être très franc avec vous, puisque je suis très honnête avec ceux qui nous regardent. Moi, j'ai dit stalker, alors que c'est pas, on dit pas comme ça déjà. Stalker. Ben voilà, stalker. Voilà, ça a commencé très mal. Donc, stalker, vous avez décidé d'en parler. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, je vais aller stalker aujourd'hui. En fait, si on le traduit, c'est un mot anglais, stalker, et en fait, ça veut dire traquer. Donc, de prime abord, en RH, on dit traquer quelqu'un, traquer sur les réseaux sociaux. C'est de l'enquête. Ouais, c'est de l'enquête, c'est pas forcément très très bien vu. Et en fait, moi, je le transforme quand j'accompagne les gens. Je leur dis non, en fait, c'est se renseigner, c'est faire de la veille, c'est aller au devant. Alors, de va l'information. stalker, quoi. On va stalker, et on va aimer stalker. Donc, aimer stalker, vous le dites, il y a quand même des conseils pratiques. Il faut Oui. évidemment faire des alertes Google News. Déjà, la première chose, sur les entreprises cibles qui nous intéressent, pour savoir si elles font un webinaire, un événement, une conférence, si elles ont justement une action particulière sur un territoire. Ça peut être, du coup, on peut aussi aller stalker ce que font les associations du territoire. Mais c'est aussi suivre les réseaux sociaux.
Twitter, Facebook, LinkedIn, que dit l'entreprise lorsqu'elle communique sur sa page entreprise, que dit le DRH, que dit le manager qui nous intéresse. Ça va être tout ça, en Mais fait, l'idée de attendez, stalker. Amélie, avec un mot un peu barbare et compliqué américain, globalement, c'est aller gratter un peu à gauche et à droite pour voir un peu l'environnement, le profil du DRH, ce qu'ils ont fait récemment. En un mot, c'est pour pas avoir l'air bête au moment du recrutement, quoi. Ouais, et très peu de personnes le font. C'est vrai? Oui. Donc, c'est-à-dire au moins être informé de ce que vient de faire l'entreprise ou la structure qui... Que fait l'entreprise? Quel est son enjeu business? Aujourd'hui, plus qu'hier encore, c'est important, avant d'aller en entretien, de savoir quel est l'enjeu business de l'entreprise et comment nous, en tant que candidats, on va pouvoir y répondre. Qu'est-ce que moi j'apporte, en fait? Qu'est-ce que j'apporte par rapport aux besoins de l'entreprise, par rapport à sa problématique? Mais c'est aussi qui est mon interlocuteur? Est-ce que j'ai le RH, le manager? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait comme école? Où est-ce qu'il a travaillé? Comment on communique sur les réseaux sociaux? Pour justement créer du lien avec lui. Mais dans vos structures, il y a du recrutement ou alors, en fait, comment ça se passe? Il y a un entretien d'embauche? En fait, on fait des entretiens pour comprendre ce que Vous veut stalkez, faire vous aussi, alors la personne, ce que veut faire la personne, et aussi son parcours, en fait, comprendre son parcours. Et c'est comme un entretien. Mais on part vraiment de ce que veut faire la personne. Voilà, c'est un peu inversé, si vous voulez. C'est un peu différent, là c'est... Oui, mais on parle justement de ce que veut la personne et on va le mettre en lumière avec ce que propose l'entreprise. Dans l'entreprise privée classique, hors EBE, en général, il y a un poste, une fiche de poste. Si la personne dit « mais je préférerais être à côté », la personne lui dit « mais attendez, c'est pas pour ça que je vous ai fait venir, on est d'accord ». Et puis les RH et les recruteurs stalkent les candidats avant de les faire venir. On va regarder leur profil LinkedIn, on va regarder leur e-réputation, leur fameux personal branding. Attention à vous avec les photos débiles. La photo Facebook où on est en pleine soirée, le petit mot qui ne va pas sur Twitter, tout ça est regardé par les recruteurs. Ça ne devrait pas être jugé par les recruteurs, parce qu'en théorie, on ne fait que rechercher des informations en lien avec un poste, avec le parcours professionnel du candidat. Ce qui est en dehors, on ne devrait pas en tenir compte. Donc stalker, c'est le conseil que vous donnez à ceux que vous accompagnez. Et vous avez des retours de stalk? Ça se passe plutôt bien, parce que justement, quand on crée du lien avec un recruteur ou un manager, on crée de l'affinité. Si on crée de l'affinité, on marque les esprits pendant l'entretien, donc on a beaucoup plus de chances d'être recruté. Bon, moi, en tout cas, je suis très heureux aujourd'hui, parce qu'avec vous, j'apprends plein de trucs. Et puis surtout, j'ai appris un mot, stalker. Donc je vais le garder en mémoire. En fait, je stalkais sans le savoir. C'est un peu comme faire de la poésie sans... Faire de la veille. Exactement. Merci Amélie Favreguité, Talent Management. Vous revenez chaque semaine en général nous parler de vos petites astuces de recrutement. Donc, soyez vigilants lorsque vous stalkez et soyez vigilants aussi, je dirais, à vos réseaux sociaux, vous êtes d'accord? C'est votre image qui est en jeu, donc il faut évidemment la préserver. Merci Amélie, merci à Laurent Grand-Guillaume, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, allez sur le site. Et puis merci à Vincent Godbout, Solidarité Nouvelle face au chômage, parce que voilà, il y a beaucoup d'acronymes. Merci d'être venu sur ce plateau, merci à vous qui nous suivez, merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe technique, je serai là demain évidemment pour une nouvelle aventure, en direct évidemment. Portez-vous bien d'ici là, parce qu'évidemment le contexte est un peu compliqué. Portez-vous bien, je serai là si tout va bien. À demain.